Alors maintenant qu'on a pu analyser notre eau, qu'on a vu différentes méthodes de filtration, on va parler de la purification. La purification, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement de venir tuer tous les micro-organismes qui vivent dans la flotte et qui peuvent te rendre malade. Donc ça peut aller des maux de tête, aux maux de ventre, à une diarrhée très sévère qui va augmenter justement ta déshydratation. Donc plus tu vas boire de l'eau contaminée, plus tu vas aller chier, plus tu vas perdre d'eau. Donc c'est un cercle vicieux. Il n'existe que 3 méthodes efficaces qu'on peut appliquer sur le terrain. La première, ce sera l'ébullition. Donc pour ça, je vais devoir déjà te parler des différents types de contenants. L'ébullition, c'est la méthode la plus fiable. Ça consiste à porter ton eau à ébullition pendant 5 à 6 minutes. Pourquoi 5 à 6 minutes? Parce qu'en fonction de l'altitude à laquelle tu te trouves, la température de l'ébullition de l'eau, elle n'est pas du tout la même qu'au niveau de la mer. Et quand tu es en haute altitude, on conseille de faire bouillir entre 5 et 6 minutes. C'est pour ça que moi, je te recommande 5 à 6 minutes. Peu importe où tu te trouves, comme ça, tu n'auras jamais de problème, jamais besoin d'y réfléchir. Et pour faire bouillir de l'eau, il nous faut un contenant. Et le problème, c'est que tous les contenants ne sont pas adaptés. En premier contenant, ce qu'on voit le plus souvent, c'est la bouteille d'eau. Alors la bouteille d'eau, cas extrême, on peut réellement la faire bouillir sur le feu. Le problème, c'est que ça fait fondre un peu le plastique. Donc tu risques de te retrouver avec des fuites. Avec tous les tests que j'ai fait, allez, on va dire 3 tests sur 6. À chaque fois, tu finis avec un trou directement dans ton contenant. Donc tu as bousillé ta bouteille. Deuxièmement, ça va faire fondre le plastique et ça va libérer justement des agents chimiques là-dedans, ça va libérer des particules de plastique et tu vas contaminer ton eau. Donc à court terme, c'est pas ça qui va te tuer. Par contre, à long terme, ça peut provoquer de gros dégâts. Donc on évitera en fin de compte d'emporter tout ce qui est bouteille en plastique. Même si c'est pas cher, même si c'est léger, même si c'est élégant, on va éliminer ça tout de suite de notre équipement. Donc bien sûr, c'est exactement la même chose pour les gourdes filtrantes et compagnie qui sont en plastoc. Ça, tu peux pas le mettre au feu, tu peux pas faire bouillir non plus. Ensuite, on a les contenants un peu secondaires qu'on détourne de leur utilisation. On va avoir le sac poubelle, les sacs étanches, tout ce qui est sac Ziploc, tout ce qui est sac en plastique et compagnie. Tout ça, c'est la même chose. En dernier recours, moi, ce que je garde dans le DC, c'est un préservatif. Donc ça, tu prends du XXL. En plus, ça va te permettre de la péter devant les copains. Mais surtout, les gros formats, ça permet de mettre entre 2 litres, 2 litres 5 d'eau là-dedans sans vraiment trop fragiliser le préservatif. De refermer avec un nœud, tu peux foutre ça dans le sac, foutre ça dans une chaussette, la transporter comme une gourde. Donc en fin de compte, on va avoir besoin d'un contenant en métal pour pouvoir faire bouillir l'eau et la transporter. La première chose qu'on utilisait, ça c'est la gourde militaire que mon père avait à l'époque. Ça c'est du costaud, c'est du solide. Par contre, c'est de l'aluminium. Et on a remarqué dans l'aluminium moderne, et puis à l'ancienne surtout, alors il y avait un peu de plomb là-dedans. Quand tu fais chauffer ça au feu, ça libère au fur et à mesure des utilisations des petites particules toxiques qui t'intoxiquer sur le long terme. Donc c'est léger, c'est fiable. Par contre, ça a tendance, l'aluminium, tu vois, quand ça prend des chocs, à se déformer. Donc on évitera vraiment l'aluminium tant que faire se peut. Si c'est ta seule option, que tu n'as pas trop de budget, ce sera toujours mieux que de te trimballer avec des trucs en plastoc. Ensuite, on a le juste milieu, c'est l'inox. L'inox hyper solide. Ça se déforme pas, ou alors vraiment il faut des gros chocs. Et ça, tu peux y aller au feu, ça bout, ça va pas libérer de particules de merde et c'est extrêmement fiable. Donc au moins en contenant principal, en gourde principale, toujours un truc en inox. Après, le meilleur des deux entre l'aluminium et l'inox, c'est le titane. Le titane, c'est hyper résistant, ça chauffe vraiment très vite, beaucoup plus vite que l'aluminium ou l'inox. Par contre, quand ça prend des chocs, ça se déforme un peu plus. Mais c'est hyper léger, ça chauffe bien. Par contre, c'est très cher. Ça, cette gourde-là, il me semble qu'elle vaut 25 €, quelque chose comme ça. Tu vois, une tasse comme ça en titane ou des contenants en titane comme ça de 1 litre, 2 litres, 3 litres. Tu arrives facilement dans les 60, 70 €. Et j'ai oublié les contenants détournés. Donc bien sûr, on a les classiques poches d'hydratation. Donc ça, c'est le même problème. On ne peut pas faire bouillir. Par contre, ça permet d'emporter une très grande quantité d'eau. Moi, le juste milieu que j'aime emporter, c'est la petite douchette. Non seulement parce que les douchettes comme ça, alors ça permet de conserver entre 10 à 15 litres d'eau. Tu peux le laisser chauffer bien sûr pour prendre ta douche. Et ça sur place, ça va servir de filtre à gravité par exemple. Ça va servir justement à remplir un maximum possible de flotte pour ne plus bouger. Et tu n'as plus qu'avec ta petite douchette à l'ouvrir, à récupérer la flotte dont tu as besoin dans ton contenant et tu peux faire bouillir au fur et à mesure de l'utilisation. Donc la petite douchette comme ça, moi c'est ce que je préfère par rapport à une poche d'hydratation classique. Bien sûr, si c'est pour partir en trek sur des grosses randonnées où tu as besoin de boire au long cours toute la journée,
la poche d'hydratation avec le tuyau, ce sera toujours mieux. Donc ça, c'est vraiment le contenant, en fin de compte, qu'on va pouvoir détourner, qui va servir à pas mal d'utilisation, à avoir un peu d'hygiène sur le bivouac. Ça prend pas beaucoup de place, c'est hyper léger, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Deuxième méthode fiable qui va marcher du coup avec tous les types de contenants qu'on a vus. Peu importe que ce soit la douchette, que ce soit des bouteilles en plastoc, que ce soit des sacs en plastique ou même des petites gourdes comme ça en inox, en aluminium, c'est les pastilles de purification. Le principe, c'est que tu utilises une pastille dans 1 litre d'eau et tu vas attendre environ 30 minutes à 1h30 selon les pastilles et selon le degré de purification que tu veux avoir. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une filtration hyper fine, d'avoir une eau hyper limpide pour pouvoir l'utiliser. Tu peux aller choper l'eau du fleuve comme ça après ton analyse. Si tu n'as pas de quoi faire une analyse, tu fais ce que je t'ai appris, le visuel, chercher de l'eau dynamique, regarder la couleur, sentir, tu colles ta pastille dedans, t'attends un peu et tu vas pouvoir consommer la flotte. Par contre, en règle générale, c'est une flotte qui va avoir un goût dégueulasse. Mais ça peut justement se neutraliser, se contrecarrer. Une fois que tu as utilisé ta pastille, et bien avec un bâtonnet de charbon actif ou un peu de charbon actif justement que tu vas refiltrer, qu'on a vu dans la première partie, ça va un peu justement améliorer le goût de la flotte, ça va enlever un peu le goût de l'eau de javel. Donc ça, c'est vraiment un combo à utiliser en survie qui ne prend pas beaucoup de place et qui est hyper utile. Et donc la dernière technique qui est fiable, c'est ce qu'on a vu, c'est la distillation, donc à réserver uniquement dans les 2 cas dont je te parlais. Sache qu'il n'y a aucune méthode à 100% efficace. Pourquoi? Parce que les pastilles comme ça, si l'eau elle est un peu trop grossièrement filtrée, s'il y a encore des grosses particules ou autres, comme je t'ai dit, tu as des micro-organismes qui peuvent aller se cacher dans les débris ou autres, et les débris ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, mais 99,99% du cas, ça suffit. C'est un peu comme la pilule contraceptive. Et faire bouillir de l'eau, il faut savoir que toutes les bactéries, tous les micro-organismes, tous les spores qui vont pouvoir te rendre malade, tout ce qui peut être pathogène, ça ne meurt pas forcément avec l'ébullition. C'est pour ça que dans l'industrie, on effectue ce qu'on appelle une apertisation pour la stérilisation. C'est-à-dire qu'on va porter la température à 121,1 degrés pendant un certain laps de temps. Pourquoi? Parce que tu as des bactéries, alors par exemple des virus chez les rotavirus, tu as des bactéries aussi qu'on appelle extrémophiles. Et tout ça, ça résiste à des températures parfois bien supérieures à l'ébullition. Donc ça, encore une fois, la loi de Murphy, la loi de l'emmerdement maximum, c'est une question de chance, de malchance, de tomber sur la mauvaise source. C'est pour ça qu'en faisant tes analyses, en utilisant tes bandelettes, en allant chercher la conductivité et tout, tu réduis très fortement le risque que l'ébullition ou les pastilles soient complètement insuffisantes. Il existe une dernière méthode de survie. Elle est beaucoup moins fiable et elle prend beaucoup plus de temps, c'est les UV. Alors il existe maintenant des dispositifs justement pour stériliser à l'UV. Moi je ne l'utilise pas parce que c'est électronique, quand tu n'as plus de piles, que ça te lâche ou que ça prend la flotte, tu es dans la merde, tu n'as plus aucun moyen de purification. Donc c'est pour ça d'avoir toujours des petites pastilles de purification dans ta poche, peu importe la méthode que tu utilises. C'est super fiable et c'est hyper important. Et en dernier recours, justement, ça va fonctionner uniquement avec des bouteilles qui sont transparentes. Donc c'est là que la bouteille en plastique va prendre un peu plus de gallons, va un peu plus servir par rapport à des bouteilles opaques comme ça. Le principe, c'est de remplir ta flotte. Donc tu filtres au maximum, tu fais tout ce que tu peux pour la rendre limpide. Et il faut la laisser exposer au soleil. En général, il faut laisser la bouteille et la flotte exposées aux UV pendant au moins 6 heures dans des environnements très ensoleillés. Et dans des environnements comme ça, où il fait putain de moustique, j'en ai marre de bosser ici depuis 3 jours, soit tu vas la laisser 24 à 48 heures, voire plus, pour que ça puisse faire effet. Donc tu comprends bien que même quand il commence à faire très sombre comme ça, même les UV ne seront pas suffisants. Donc c'est une méthode de dernier recours pour essayer de diminuer au maximum les effets secondaires. Mais c'est vraiment un truc à privilégier, dernier recours. Pour cette dernière séquence, parce que c'est bien gentil, il nous a appris à analyser l'eau, il nous a appris à la purifier, à la filtrer. Mais si je n'ai aucune source d'eau, si je ne la trouve pas, qu'est-ce que je vais faire? Dans cette dernière séquence, on va apprendre justement divers moyens pour trouver de l'eau en milieu naturel. Je vais commencer par te présenter la méthode la plus classique, tout simplement, c'est profiter de l'eau de pluie. Dès qu'il pleut, paf, tu ouvres ta gourde, tu mets tous tes contenants à l'extérieur, tu récupères un maximum de flotte. Il faut te dire qu'en milieu naturel, en situation de survie, la moindre goutte de flotte, ça compte. Donc pareil, tu déploies les couvertures de survie, tu viens leur donner une forme de récipient, tu récupères la flotte. Alors couverture de survie, poncho, tarpe, peu importe, tout ce que tu as sous la main,
tu t'en sers pour récupérer un maximum de flotte de la pluie. Technique numéro 2, c'est tout simplement d'aller chercher un maximum de flotte avec ta seringue dans tous les recoins possibles et imaginables. N'hésite pas à les regarder sous les petites pierres, dans les endroits qui sont toujours particulièrement à l'ombre par rapport à l'orientation du soleil. Les moindres gouttes que tu peux avoir sur des parois, sur des arbres, sur des feuilles, tu viens absolument tout absorber. Même si ça te prend 4 heures pour récupérer 1 litre, c'est toujours 1 litre d'eau. De manière générale, si tu veux trouver une source d'eau, comme une rivière ou un lac, on se dirigera toujours vers les dépressions naturelles. Donc tout ce qui est vallée en forme de V ou en forme de U sur ta carte, tout ce qui va être cuvette, tout ça, c'est des endroits où l'eau a tendance à s'agglutiner. On va suivre les pentes. Donc si tu es en altitude, il faudra toujours descendre. On va essayer de repérer certains indices visuels. La présence par exemple de beaucoup de végétaux, d'endroits très verts, c'est toujours en général significatif d'une source d'eau. Et si tu ne la vois pas à l'œil nu, c'est que le plus souvent elle est souterraine. Donc des fois il suffit de creuser un petit peu, 1 mètre, 2 mètres, et tu finiras par trouver de l'eau qui va jaillir. Ou alors tout au moins de l'humidité qui remonte que tu vas pouvoir récupérer d'une manière ou d'une autre. On a tout ce qui est mousse sur les arbres. Il faut savoir que la majorité des variétés de mousse présentes dans la forêt, dans les environnements naturels, elles peuvent absorber entre 60 et 80% de leur propre poids en liquide. Donc elles absorbent l'eau de pluie, elles absorbent l'humidité environnante permanente et il suffit de venir éponger comme une éponge. Tu vois, j'ai été me récupérer un peu de mousse, en plus il a plu cette nuit. Il y a toujours un peu de flotte à récupérer là-dedans. Sauf vraiment quand il fait très sec, très chaud. Mais en général, tu sors bien comme il faut, il y a toujours un peu de flotte. Autre technique, ça va être d'utiliser un linge. Quelque chose qui va être absorbant. Et ce que tu fais le matin, surtout à la rosée, tu viens envelopper ta jambe et tu marches dans les herbes. Tu fous ton chiffon sur toutes les plantes, tout ce que tu peux, tout ce qui semble humide. Et après, tout simplement, tu viens éponger, récupérer un maximum de gouttes. Même si tu dois utiliser ta chaussette dégueulasse, ton calbut que tu as porté pendant 3 jours, ça va être dégueulasse, peu importe. Tu récupères le maximum de flotte. La moindre goutte compte. Et ensuite, on traitera, on filtrera en fonction de tout ce que je t'ai appris, en fonction de ce qu'on a sur le terrain, en fonction de ce qu'on a dans les poches. Ensuite, même si c'est dégueulasse, tu as vu plusieurs méthodes de filtration, de purification. On fera notre maximum possible pour rendre cette eau un peu plus consommable, pour en améliorer le goût et surtout pour en améliorer la potabilité. C'est hyper important. Ensuite, on passe à des méthodes un peu plus survie pour pouvoir se procurer de l'eau. La méthode bien connue, c'est d'utiliser un sac poubelle, un sac plastique, tout ce que tu as d'étanche, et venir choper des végétaux et les envelopper à l'intérieur. Et ensuite, tu viens faire un nœud. Donc, ce qui va se passer avec la chaleur ambiante, le soleil, ça va venir chauffer à l'intérieur. Ça va produire un effet de serre et ça va permettre d'évacuer l'eau des végétaux et de la condenser sur la paroi de ton sac, de ton truc hermétique. Et ça, ensuite, tu pourras venir le récupérer et récupérer quelques millilitres d'eau. Alors, ça va fonctionner mieux en fonction de la saison, du type de biotope. S'il fait comme aujourd'hui, là, très sombre, il n'y a pas un poil de lumière, il doit faire 10 degrés, ça fonctionnera quasiment pas. Tu récupéreras peut-être 2 ou 3 gouttes le lendemain matin. Ce sera complètement insuffisant pour survivre, mais c'est toujours 1 ou 2 gouttes. Donc tu utilises tous les sacs plastiques, tout ce que tu peux, t'enveloppes un maximum de végétaux. Si tu ne peux pas faire les techniques que je vais te montrer juste après, tu récupères un maximum possible d'eau, tout le temps, constamment. Si tu n'as pas de sac plastique, réfléchis toujours, j'ai un poncho, j'ai une couverture de survie, et même ta gourde. Tu peux venir flanquer les branches là-dedans, la sceller de manière hermétique, et surtout l'inox, l'aluminium, le titane, quand c'est au soleil, ça chauffe très vite, très fort, et ça garde beaucoup la chaleur. Et ça va permettre de faire suer la plante beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Autre option pour pouvoir se fournir en eau. Donc on va repasser exactement sur la dernière technique que je t'ai montré, la distillation solaire. On creuse un trou, on vient placer le récipient et à l'intérieur du trou, on va placer plusieurs couches de végétaux, des végétaux verts. Et le principe, ce sera le même qu'avec le sac. On va créer un effet de serre à l'intérieur pour pouvoir faire évacuer l'eau justement des végétaux et la récupérer dans notre contenant par condensation. Donc là, j'ai creusé mon trou et je viens le remplir de végétaux. Donc bien sûr, il te faudra beaucoup plus de végétaux que ce que je mets là. Je vais tout simplement pas défoncer la forêt et des arbres pour le plaisir de faire la vidéo. Et tu viens mettre ton contenant juste au milieu. Et c'est reparti avec ta couverture de survie, poncho, tarpe, tout ce que tu possèdes. Hop! On vient placer des pierres ou des gros morceaux de bois pour que ce soit bien hermétique.
On peut même utiliser des grosses baguettes. Et je viens créer une dépression qui va jusque sur mon contenant. Et là, pareil, ça fonctionne au solaire. Donc pour que la méthode soit efficace, on a besoin de chaleur, on a besoin de lumière, on a besoin de soleil. Sinon, ce sera beaucoup trop lent, beaucoup trop insuffisant. Maintenant, je vais te montrer le petit tips que j'ai inventé, que j'ai découvert par moi-même. Quand tu n'as aucune chaleur, comme aujourd'hui, tu n'as aucun poil de rayon de lumière, tu sais que ton truc, ça ne va pas fonctionner, ça va être complètement insuffisant. Ce que tu fais, c'est que tu allumes un feu et tu viens récupérer soit tes braises, soit tes pierres chauffées et tu viens les poser au fond du trou. Ensuite, tu recouvres d'une petite couche de sable ou de terre, si c'est des braises, une très très fine couche, pas de quoi les étouffer, mais de quoi protéger justement les végétaux pour pas qu'ils prennent feu. Tu viens placer tes végétaux par-dessus et tu refais exactement le même montage. L'intérêt, c'est que la chaleur résiduelle des pierres, des braises, ça va créer justement un effet de serre avec ta couverture et ça va accentuer justement l'évaporation des végétaux. Donc tu peux très bien aussi la combiner avec le solaire. Ça va encore améliorer le rendement. Pareil, si tu disposes des moyens d'allumer un feu, si tu as un contenant qui est capable de supporter le feu, il suffit sur les braises, hop, de venir foutre des végétaux à l'intérieur et tu vas venir les faire suer sur le feu. Et tu vas pouvoir récupérer l'eau résiduelle qui va se trouver à l'intérieur. C'est le même principe quand tu fais la cuisine, tu sais, tu cuis des légumes, des poireaux, des épinards, etc. En général, tu finis toujours par avoir un peu de flotte dans ton mélange. Et ben, en utilisant cette méthode, tu vas pouvoir récupérer millilitre par millilitre par millilitre, goutte d'eau par goutte d'eau par goutte d'eau et te constituer une réserve. Donc tu comprends bien que dans une vraie situation de survie, tu laisses ton montage, tu laisses les trucs suer avec tes braises, avec tes pierres, avec le soleil. Si tu as d'autres sacs plastiques, et ben, tu les fous sur les branches. S'il pleut, tu récupères un maximum d'eau de pluie. Avec ta seringue, et ben, tu vas aller traquer les moindres gouttes d'eau, les moindres recoins. Tu fous tes chaussettes, tes tissus, tes machins le matin autour de ta jambe, autour de tes bras pour récupérer un maximum d'eau, venir éponger. En fait, tu vas multiplier toutes ces techniques toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ta seule préoccupation, maintenant que tu es abrité et que tu es capable de faire du feu, c'est de trouver de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ça doit être ta préoccupation numéro 1, ton obsession numéro 1. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà pour conclure cette formation en survie. Si tu as regardé toutes les vidéos du début à la fin, que tu as lu tout le livre, tous les chapitres, que maintenant tu maîtrises toutes les techniques, tous les systèmes que je t'ai appris, eh ben, tu as un niveau qui est bien plus supérieur à la plupart des survivalistes, à la plupart des voyageurs, des mecs qui sont habitués à faire des randonnées sur le long terme, etc. Là, tu as vraiment tous les bagages, tous les outils nécessaires pour te permettre de dire que tu es à un niveau très avancé. En réalité, il nous reste une dernière séquence. Donc c'est une séquence bonus. Ça concerne l'alimentation. Donc je vais te parler un peu de méthode de chasse, de méthode de pêche, de comment fabriquer tel type ou tel type d'armement, comment l'utiliser, comment faire certains pièges. Mais tout ça, en fait, c'est du bonus, c'est du cadeau. Nous, tout ce qui nous concernait dans cette formation pour survivre jusqu'à 72 heures et un peu plus, c'était de connaître les règles pour ne pas justement se retrouver en situation de survie. C'était de connaître toutes les notions de premier secours essentielles pour gérer 90% de tout ce qui peut arriver, des hémorragies, aux brûlures, à l'hypothermie, en passant par les fractures. Tu as appris à t'orienter, à ne pas te perdre et le cas échéant, à retrouver le nord. Tu as appris à pouvoir t'abriter, à faire avec tout ce que tu avais autour de toi pour remplacer un élément que tu aurais perdu, un élément que tu aurais oublié, un élément qu'on t'aurait volé. Parce que oui, des fois, tu verras sur des grandes randonnées et tout, surtout les endroits qui attirent beaucoup de visiteurs, les GR et compagnie, il y a des gens qui volent du matériel, même quand tu dors. Il y a des mecs qui arrivent à voler des bouteilles d'oxygène sur l'Everest, pour te dire. Tu sais maintenant faire du feu dans toute situation. Tu maîtrises les différents types d'essence. Tu maîtrises les différents types de montage de feu. Tu sais monter tes réflecteurs, être en sécurité, protéger ton feu de l'humidité, du vent, de la pluie. Et maintenant, tu maîtrises tout ce qu'il y a à savoir sur l'eau. Comment trouver de l'eau en situation de survie, comment analyser ton eau, comment la traiter, comment la filtrer, comment la purifier. Tout ça, ça suffit déjà amplement. L'alimentation, tu te rappelles la règle des 3, c'est 3 semaines sans alimentation. Donc une situation de survie prolongée qui dure plus de 3 semaines, c'est très rare. Il faut vraiment que tu te retrouves dans la merde, dans un milieu extrêmement isolé, que tu n'aies pas pris de sécurité derrière, que tu n'aies pris aucune assurance, que tu n'aies prévenu personne. Ou alors vraiment, il faut que ton avion il se soit craché au milieu de la jungle, au milieu du Sahara, qu'il se soit craché en plein dans une chaîne de montagnes. Mais c'est très rare. Tu n'as pas besoin d'apprendre tout ce qu'on va voir dans les prochaines séquences. C'est que du bonus.